Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, devoir de vacances dans la quotidienne. Nous sommes à quelques jours de la rituelle journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire et on va réviser avec l'avocate Nathalie Attias, elle est l'invitée du Grand Oral. L'anti-sèche de Brandon Warrett. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programme festif aujourd'hui, c'est les vacances et c'est surtout Halloween. Tradition qui serait née en Irlande il y a environ 2500 ans. Brandon refera son histoire. L'heure de la récré, toujours avec Brandon qui a déniché un Kididoc passionnant sur les châteaux forts. Rendez-vous enfin avec les années collège. Amélie Paris, on aura évoqué sans doute avec Nathalie Attias le programme phare. C'est un programme de lutte contre le harcèlement. Et bien Amélie entrera dans les détails de son fonctionnement quotidien dans un collège, le sien en l'occurrence, qui est le collège Maurice Utrillo à Paris, dans le 18e. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Ce sera le jeudi 9 novembre, la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire sera l'occasion de multiples manifestations au sein des écoles, des collèges, des lycées. Les avocats du Conseil national des barreaux ont pris un peu d'avance à l'occasion de la journée du droit dans les collèges, dont la 6e édition a eu lieu début octobre. Ils ont d'ailleurs publié un kit pédagogique extrêmement utile et passionnant. On en parle avec l'avocate Nathalie Attias. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître très engagé dans toutes ces actions. Qu'est-ce qui vous motive d'ailleurs? Parce que vous avez beaucoup de boulot. Alors oui, bien sûr. Comme tous les avocats. Boulot, mais tous les avocats sont aussi des acteurs engagés dans la vie, ouais. Dans la vie civile. Et donc, moi, je suis par ailleurs membre du conseil d'administration de l'école des élèves avocats. Donc, si vous voulez, j'aime transmettre. C'est vraiment quelque chose que j'ai en moi. Et là, il se trouve que je suis membre élu du Conseil national des barreaux, qui est l'instance de représentation nationale des avocats, et qui a un partenariat, donc depuis de très nombreuses années, avec le ministère de l'Éducation nationale pour justement aider à l'éducation des enfants dans notamment la lutte contre le harcèlement et la discrimination, qui sont vraiment les sujets qui nous tiennent à cœur et qui sont, je pense, au cœur des préoccupations du ministère de l'Éducation nationale. Des enfants, vous en avez aussi, c'est pas un secret, moi, vous l'avez dit dans un podcast, vous le répondez, donc c'est pour ça que je J'ai même 2 petits-enfants, pour vous dire. Ah bon, bah alors. J'ai même 2 petits-enfants, et donc, oui, bien sûr. Une sensibilité particulière à toutes ces questions éducatives de maman aussi. Mais évidemment, ouais. mais enfin, tous les citoyens, c'est notre devoir que d'éduquer nos enfants, parce que, et c'est ce que je dis souvent, éduquer les enfants, c'est aussi éduquer les futurs citoyens. C'est quand on a à cœur de laisser à nos enfants un monde dans lequel on a envie de vivre en paix, en harmonie, et surtout quand on voit l'abstention, quand on voit ce qui se profile dans la représentation nationale, je parle de la représentation nationale politique, ça passe évidemment par l'éducation et la conscience citoyenne. Et donc, pardon, quand moi, il y a des années, cette année, c'est vrai qu'on a vraiment mis l'accent sur le harcèlement et la discrimination parce que l'actualité nous y a nous a obligés à le faire, mais l'année précédente, par exemple, j'ai surtout éduqué les enfants sur la vie citoyenne. Je leur ai expliqué ce que c'était que le Parlement. J'ai voulu qu'ils sachent comment se faisaient les lois, pour qu'ils, vraiment, pour en faire des citoyens, ceux qui vont nous gouverner. Et c'est génial, et nous, on y croit beaucoup ici à la quotidienne, ouais. Mais le droit, il est quand même globalement absent à l'école. Alors, le droit est absent à l'école, et justement, l'objectif, c'est de leur expliquer que le droit, il est partout, en fait. Mais déjà. Donc, en fait, il faut qu'ils comprennent que dans la cour de récré, on va en parler dans quelques minutes. Donc, quand les enfants sont sur les réseaux sociaux et qu'on leur dit, ben voilà, en fait, quand vous utilisez un réseau social, ben vous adhérez à des conditions générales d'utilisation, et donc, c'est CGU, c'est le contrat que vous passez avec eux. Et donc, c'est un acte juridique. Oui, c'est un acte juridique. Et moi, je leur dis, je veux que vous pouvez dire ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. Il faut juste que vous le fassiez en conscience, avec responsabilité, que vous ayez conscience que tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, ça vous suivra à vie. Il y a une phrase que les enfants adorent prononcer, c'est pas juste, c'est un peu Calimero. Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont quand même une conscience intuitive, j'allais dire, de ce qui est bien, pas bien, juste, pas juste, il faut quand même organiser tout ça, c'est pas le droit non plus. Alors, la conscience intuitive de la justice, enfin, de la justice, c'est très large, et ça a beaucoup à voir avec la morale, avec la philosophie. Ce sont des concepts qu'ils ne comprennent pas encore vraiment. Ils ont intuitivement, mais par exemple, être en meute après un élève. Franchement, est-ce qu'on peut parler de justice? Il n'y a pas de justice, concrètement. Donc, oui, ils comprennent quand on leur pose la question que c'est pas quand on leur a expliqué. À minima que c'est pas sympa. Oui, mais ils le font quand même. Ouais. Et donc, si vous voulez, si on ne se fiait qu'à ce sentiment de l'équité n'est pas un concept juridique. Donc, on est obligé aussi, après, de rappeler le texte de droit. Parce que la justice est-elle juste? Je ne sais pas. C'est un beau sujet pour le bac philo. Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Et c'est en ça que c'est important de passer aussi par le fonctionnement des institutions et de leur expliquer qu'à un moment donné, on s'est tous mis d'accord pour
transformer finalement des valeurs et effectivement des choses qui relèvent de la morale, du bien, du mal, en normes juridiques et en textes Et donc, nous les de loi. adultes, notre devoir, c'est d'éveiller nos enfants à cette conscience citoyenne. Moi, c'est ça que je crois. Je cherche même pas à faire naître des vocations pour devenir avocat. C'est pas mon point. Moi, mon point, c'est, voilà, vous allez, un jour, c'est vous notre avenir. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont notre avenir et qu'on a besoin de s'assurer qu'eux vont bien comprendre, justement, le bien et le mal, leurs droits, mais aussi leurs obligations. Parce que les droits ne vont pas sans les obligations. Sans les devoirs. Vous parlez harcèlement, vous avez rappelé l'actualité, le suicide de Nicolas l'année dernière. Avant, il y avait eu l'affaire Mila. C'est un sujet qui revient beaucoup. Dans les autres thèmes qui remontent beaucoup, il y a quoi? Discrimination, racisme, antisémitisme, c'est tous ces sujets-là. Voilà. Évidemment. La discrimination, c'est tout de même un sujet d'ampleur. Et d'ailleurs, dans le collège dans lequel je suis allée en octobre, le 4 octobre pour la JDC de cette année, on m'a dit, s'il vous plaît, insistez beaucoup sur la discrimination. Donc, par exemple, dans le kit pédagogique que vous avez eu la gentillesse de rappeler et que nous avons rédigé avec le ministère de l'Éducation nationale. Il y a un chapitre là-dessus. Alors, on a beaucoup axé sur le harcèlement, mais j'ai voulu, dans le cas pratique, rajouter un critère supplémentaire qui était celui de la femme musulmane. Moi, j'ai rajouté le mot musulmane au cas pratique parce que je voulais leur faire intégrer aussi le sujet de la discrimination. Nathalie Attias, avocate, on va continuer avec vous à parler de tout cela, mais après l'anti-sèche, si vous le voulez bien. Plaisir. Brandon Warrett, Halloween, une terre de droit. Il y a plein de règles dans Halloween. Oui, plein de règles. Brandon. En cet anti-sèche, j'en reviens avec vous sur cette fête. C'est une des plus populaires du moment. On la célèbre aujourd'hui, Halloween. Origine très ancienne. Très ancienne, plutôt même, oui. Vous prétendez que ça date d'il y a 2500 ans. Effectivement, elle est née sur l'île Verte, dans le comté de Meath, en Irlande. À l'époque, le calendrier celte ne se terminait pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Et cette dernière nuit de l'année était la nuit du dieu de la mort Samin. En octobre, les nuits se rallongent. On l'a vu depuis quelques jours avec le passage à l'heure d'hiver. Et donc, selon cette tradition, les Celtes pensaient que la nuit du 31 octobre, les frontières entre le monde des vivants et le monde des morts étaient ouvertes. Alors, pour éviter que les fantômes ne viennent les hanter, les Celtes avaient quelques rituels comme celui de se déguiser, de se costumer pour les éloigner. C'est prudent. C'est prudent, effectivement. Alors, pour la fête d'Halloween, les Américains vont pouvoir en profiter, commencer à la fêter qu'au milieu du 19e siècle avec l'arrivée des migrants irlandais et écossais sur le continent. Avant cette tradition, il faut le dire, le 31 octobre, c'était quelque chose de tout à fait local, une coutume extrêmement locale. D'ailleurs, la tradition même celte se retrouve dans le nom même d'Halloween. Puis ça veut dire quoi d'ailleurs, Halloween? Sémantiquement, c'est la contraction de All Hallow Even qui signifie la veille de tous les saints, donc le 31 octobre, la veille du 1er novembre. De la Toussaint, effectivement. Donc là, je vous vois venir, Emmanuel. Je sais que vous attendez. Bon, cette histoire, c'est bien, c'est intéressant. Qu'on mange? Et oui, les bonbons, voilà, exactement. Oui, il est gourmand, Emmanuel. Il est comme ça. En fait, il pensait qu'aux bonbons depuis le départ. En fait, le soir du 31 octobre, on a les Celtes qui organisaient des feux de camp et des grands buffets à l'entrée des villages. Et on exposait sur des banquets des pommes et beaucoup de gâteaux. Et avec l'arrivée au XIIe siècle des confiseries, des bonbons, les confiseries remplacent les pommes. Il faudrait peut-être faire le chemin inverse pour le bien de nos dents. On a eu quelques conseils nutritionnels essentiels dans cette émission de Sandra Ferreira pour un Halloween sans bon bec. Ah oui, et ça, je pense que les enfants... Vous avez la banane vraiment. Avec des butins. Ah oui. Ils adorent. Ah, ils adorent. Et vous savez ce que faisaient les enfants? Alors, donc, on tapait à toutes les portes pour récupérer des bonbons. C'était quoi aux États-Unis? C'était... Trick or treat. Voilà. J'ai vu ça à la télé. Quel accent, effectivement. Et en France, on dit... un bonbon ou un sort. Ah oui, c'est ça. Et chez nos amis les Québécois, qu'est-ce qu'on dit? Aucune idée. Bonbon, s'il vous plaît. Oh, c'est sympa. Bonbon, s'il vous plaît. Pas de sort. Bonjour. Bonbon, s'il vous plaît. Mais vous, est-ce que, alors là, on a une question, évidemment, tous les téléspectateurs se posent cette question. Est-ce qu'Emmanuel Davidenkoff portait un déguisement, un costume lors d'Halloween avec ses enfants C'était pas encore revenu quand j'étais petit. Oui, mais avec vos enfants, oui, trouvez pas d'excuses pour vous échapper. Non. Et ce soir un costume? Ce soir, un mais je déguisement? peux pas vous le dire. Ok, bon, voilà. Pas de scoop. Aucun scoop. Vous parlez de bonbons, vous parlez de friandises, mais le vrai symbole, c'est la citrouille quand même. Oui, la citrouille. Voilà. Et d'ailleurs, elle recommande de manger du potimarron et tout, Sandra. C'est très bon, c'est très bon pour la santé. Alors, avant la citrouille, c'était un navet. Oui. Eh oui, parce qu'en fait, ça vient de la légende de Jack O'Lantern, vous savez, qui donnait aussi c'est le personnage qui inspirait l'étrange Monsieur Noël de Monsieur Jack. Alors, selon la légende, on a ce Jack, ce personnage ivrogne qui est paresseux et qui défie le diable. Alors lui, à sa mort, ni le paradis ni l'enfer ne veulent l'accueillir, donc il va errer toute sa vie, effectivement, il creuse une lumière dans cette citrouille et chaque année, le jour de sa mort, il réapparaît. Alors, aux États-Unis, le navet sera progressivement remplacé par la citrouille.
citrouille, c'est plus économique. Ça pousse en octobre. Voilà, effectivement, ça pousse en octobre cette saison. Et voilà, la citrouille a donné sa couleur à cette fête. D'ailleurs, en France, à partir du Moyen-Âge jusqu'au début du XXe siècle, vers fin octobre, on creuse non pas des citrouilles, mais des betteraves. Oui, non, ça vous étonne pas. Bon. Non, pas du tout, ça fait sang. Oui, sans quoi? Le sang, S-A-N-G. Ah oui. Ben oui. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Mais ouais. Ça se passait en Bretagne, chez nos amis Vous bretons. prenez un œuf dur, Ouais. vous brisez un petit peu la coquille, comme ça, là, faut qu'on voit comme ça. Vous roulez ça un petit peu dans du jus de betterave, vous enlevez la coquille et vous avez un œuf complètement terrorisant avec des vaisseaux sanguins. C'est Un vrai cordon bleu. Ah, testez ça avec vos enfants. Moi, je Un cordon bleu sang. Oui, donc ça part de Bretagne. Il y a Sandra Ferrer. Oui. Et ça vient justement, ça arrive, ça perdure depuis ces dernières années en Moselle et on creuse des Rommel-Botzen. Voilà, et on a même une fête tous les ans, ça s'appelle la nuit des betteraves grimaçantes. Ça se passe en Moselle vers Metz. Chaque Et année. c'est comme ça qu'Halloween est arrivé en France, par la Moselle? Non, ça, c'était très local cette coutume. Non, ce qui se passe, c'est que jusque dans les années 90, c'est une fête totalement inconnue en France. Il faut attendre 1997 avec la sortie d'un nouveau téléphone d'un opérateur de couleur un peu comme ça, voilà. Et avec un téléphone qui est baptisé Halloween, il est accompagné d'une campagne de sensibilisation extrêmement particulière sur le Trocadéro. 8000 citrouilles qui sont déposées. Et à partir de 2000, voilà, Halloween est l'une des fêtes les plus populaires, les plus importantes après Noël et Pâques. Bon, ça commence à disparaître depuis environ 5-6 ans, hein, la fête d'Halloween. Ça a perdu un peu de sa magie, non? Oh bah alors, hein, Brandon, il est comme j'ai ça. l'impression. Pas du tout. Moi, je À mon connais des âge, on personnes faisait qui déjà ont moins. organisé dans ces locaux des fêtes absolument extraordinaires. Il y a des vidéos dossiers. Ah oui, c'est où? Ah ouais, il faut ça demander en régie à Marine. Il y a des dossiers. Marine absolument Plantec, je crois extraordinaires. qu'elle a Ouais. tout organisé, effectivement, une fête. Il y a même le patron de cette maison qui danse comme ça de manière. Ah oui. Marine danse comme ça? Non, D'accord. elle n'est pas encore patronne. Elle est grand oral, Nathalie Attias. Dès la rentrée, les élèves auront rendez-vous avec la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. On prend un petit peu d'avance avec l'avocate Nathalie Attias. Quand vous intervenez dans les écoles, alors vous, votre grand truc, c'est je les mets en action Oui. et vous croyez beaucoup à la pratique. Ben, en fait, si vous voulez apprendre, transmettre du savoir pédagogique, ne présente pas grand intérêt si on ne l'a pas confronté à la réalité. Moi, c'est comme ça que j'enseigne la déontologie aux élèves avocats. Je les mets concrètement devant des situations et je vois s'ils arrivent à mettre en application les principes qu'ils apprennent, parce que tout ça reste de l'ordre de l'abstrait. Donc, d'abord, évidemment... Donc vous envoyez des agents provocateurs avec une grosse valise de liquide en lui disant si on peut s'arranger, maître. En fait, je leur dis d'emblée, parce que ça les intéresse, Ouais. je leur dis voilà, je vais faire comme on apprend à l'école d'avocat. Je vais vous donner quelques principes sur qu'est-ce que c'est que le harcèlement, comment se déroule, comment est-ce qu'on dépose plainte, comment on peut se défendre. Et ensuite, vous serez capable de pouvoir plaider. De part et d'autre. Donc, on va couper la classe en deux. Il y a je vais vous donner un cas pratique. Il y a le procureur et l'avocat. Il y a quelqu'un qui va défendre la plaignante et le plaignant et quelqu'un qui va défendre. Alors, évidemment, il s'imagine. Il y a eu un article sur votre intervention Oui, où vous racontez absolument. de manière assez amusante C'est ça. que les élèves ont y compris utilisé des petits trucs d'avocats, alors, ce qui est y compris c'est très technique. C'est ça. Et puis en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au début de l'intervention, ils pensent que l'auteur du harcèlement est indéfendable. Ouais. C'est ça qui est magique, en fait. Et il s'avère, une fois qu'on a passé on a quand même passé 2-3 heures, 2 heures de mémoire. C'était assez passionnant parce que les enfants étaient réceptifs, comprenaient vite. Et à la fin, ils ont été capables de développer exactement tous les mécanismes de défense. C'est-à-dire quand on est avocat et qu'on doit défendre quelqu'un qui est poursuivi pour une infraction pénale, on commence d'abord par discuter de la qualification juridique. Est-ce que c'est pas trompé par hasard? Voilà. Est-ce que c'est vraiment du harcèlement ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que les critères posés par la loi sont bien remplis? Ensuite, et donc ça suppose que je leur ai expliqué d'abord ce qui caractérisait le harcèlement, avec notamment la notion de répétition qui est fondamentale, dans le harcèlement. Ensuite, la matérialité des faits est-elle établie? Et après, une fois qu'on a terminé ça, est-ce qu'il était vraiment conscient de l'élément intentionnel? Donc, le gamin qui a joué le rôle de l'avocat de la défense a vraiment déroulé ce raisonnement et c'était vraiment presque jouissif pour moi, parce que j'ai adoré cette séance. Donc oui, je crois fondamentalement dans la vertu de la pratique. Alors je leur ai posé des questions concrètes. Allez-y, par exemple. Oui, je leur ai dit, mais expliquez-moi, qu'est-ce que vous avez entendu comme mot dur qu'on peut dire à quelqu'un qui se fait harceler et qu'on embête?
Et là, j'ai eu droit à des phrases qui m'ont glacé. C'est-à-dire que je vais te tuer, je vais t'égorger, et puis alors, celle qui m'a le plus émue, c'est va te suicider. Et donc là, on est confronté à la réalité de la violence que sont capables d'asséner les enfants. Et donc, je leur ai demandé, je leur ai dit, moi, je trouve que c'est plus violent de dire va te suicider que je vais te tuer. Pourquoi ? Et je leur ai posé la question. Et les enfants, vraiment se battaient pour répondre. Et ils ont bien compris que dans cette phrase, il y a le pire du pire qui est l'absence totale d'empathie et le renvoi qu'on donne à la personne que sa vie ne vaut rien. Ouais. Voilà. Et ça... mais je ne sais pas s'ils le savent d'ailleurs, mais c'est une histoire réelle qui est arrivée malheureusement en Asie. Je sais. Je crois en Corée, Corée ou Japon, mais je crois que c'était en Corée, d'une jeune femme qui avait envoyé un sondage sur les réseaux sociaux en disant est-ce qu'il faut que je me suicide ou pas, et 70-75% des personnes avaient répondu oui, il faut que tu te suicides, et elle l'avait fait. C'est ça. Et ça fait un roman d'Anne-Lise Heurtier d'ailleurs passionnant. Ce qui est important, parce que ce que vous transmettez aussi à travers tout ça à ces élèves, c'est l'idée que le droit, c'est un outil de résolution des conflits. Exact. Voilà, c'est pas seulement un truc pour réguler qui tombe d'en haut, ça permet de résoudre des conflits. Exact. Et donc, je veux aussi introduire l'idée qu'il y a surtout des dispositifs qui existent pour ne pas se faire justice soi-même. C'est ça. Et qu'on doit utiliser ces dispositifs parce que c'est la loi, parce que c'est la démocratie, que c'est la règle de la démocratie. Donc ça, ils le comprennent bien. Ils le comprennent bien. Il y a aussi des choses qu'il faut leur insuffler. C'est l'idée que chaque action que l'on commet a des conséquences, et des conséquences qui peuvent être graves. Et là où ils sont aussi réceptifs, c'est quand ils comprennent que leurs actions peuvent rejaillir sur la responsabilité de leurs parents. Et ça, vous dites que ça, entre guillemets, que ça marche. Eh oui, ça marche. Ils ont assez la trouille quand même. Ils comprennent que, oui, que c'est les parents qui doivent payer les conséquences civiles de leurs actes lorsqu'ils sont mineurs. Ça fait réfléchir. Parce que quand ils sont mineurs, jusqu'à 13 ans, ils peuvent être quand même déclarés responsables de leurs actes s'ils sont capables de discernement. Exactement. Il y a cette notion de discernement qui est fondamentale. Exactement. Donc avant 13 ans, on pense qu'on n'a pas le discernement. À partir de 13 ans, on pense que le discernement est suffisant pour pouvoir comprendre les conséquences de ces actes. Donc oui, il faut aussi leur faire comprendre que à 13 ans, ils n'ont pas d'immunité en fait. Et donc que tout ce qu'ils font, ça a des conséquences. Alors, et la notion de groupe est vraiment importante. On va y revenir, si vous le voulez bien. Oui, bien sûr. Un lieu qui peut être un lieu absolument magique, qui peut aussi être le lieu du harcèlement, mais là, ça va être un lieu magique. C'est la récré. Là, c'est l'heure de la récré. Avec Brandon, il y a zéro harcèlement, vous allez voir. Rebonjour Brandon. Rebonjour Emmanuel. Un petit bond au Moyen-Âge, au temps des châteaux forts. Vous nous avez déniché un Kididoc. Un Kididoc. On aime beaucoup les Kididocs, c'est les adore. éditions, c'est chez Nathan. Et oui, on avait déjà la nature, la mythologie, les femmes, l'espace, les pourquoi. Et là, on s'attaque au château fort. Et on en voit les châteaux forts. Et oui, lire avec les mains, lire avec les yeux, voilà, c'est ça, l'œuvre en 3D. Il n'y a pas que des châteaux forts, il y a aussi Notre-Dame de Paris. Voilà, et c'est l'actualité justement. On découvre le chantier de Notre-Dame de Paris avec beaucoup de questions. Le but des Kididocs, c'est répondre à toutes vos questions. Là, c'est 90 questions sur les châteaux forts. Mais ce qui est intéressant... Ah ouais ? Oui, 90 questions. Là, on a la taille de la hauteur de la... Qu'appelle-t-on la forêt ? C'est la partie la plus haute, je crois, non ? C'est la charpente. La charpente. Et oui, mais d'ailleurs... C'est la partie la plus haute. Et oui, c'est ça. La partie... Sauvez-le. Où il y a pas avocat pour rien. Non, mais il a dit, c'est pareil. La partie où il y a le plus de lumière. C'est ça. On a la hauteur aussi. Mais combien d'hommes, alors pourquoi pas de femmes d'ailleurs, j'en sais rien, ce livre était tragique. Combien d'hommes faut-il pour sonner les cloches ? Une dizaine, je crois. Ouais. Oui, il est fort quand même. J'ai pas regardé. Une dizaine doivent se suspendre à la corde de la plus grosse cloche surnommée le bourdon, qui pèse le poids de 3 éléphants. Oui. Non mais c'est extrêmement intéressant parce que surtout, et ça bon, c'est pour les plus petits, les 5 à 10 ans, mais on apprend aussi la complexité aussi de la société médiévale française de l'époque, tous les métiers qui participent aussi à cette création. Et voilà, c'est absolument magnifique. C'est du 3D. Donc ça, c'est super. J'ai l'impression que c'est un mi-chemin entre un calendrier de l'Avent, parce qu'on a plein de petites surprises, et en même temps, ces cocottes en papier où on découvrait quand on était enfant différentes questions. Alors ça, c'est mon petit... J'ai une question, maître. Est-ce qu'on faisait le procès à des animaux au Moyen-Âge ? J'en sais rien. Ah oui.
Bah oui, tout le temps. Beaucoup d'expressions viennent du Moyen-Âge, Ouais, notamment on l'affaire faisait est dans le sac, Ouais. vient du Moyen-Âge, puisque les dossiers étaient Dans des sacs. conservés dans des sacs, qui extraordinaire. étaient suspendus parce que, justement, pour éviter que les souris ne viennent ronger les pièces. Donc, énormément d'expressions du langage judiciaire viennent du Moyen-Âge. Et là, justement, Génial. bah, les Oui, animaux, je vais je quand ne sais même pas. répondre. Quelle est la réponse? Eh bien, au Moyen-Âge, les animaux pouvaient être jugés comme des La humains potence. quand ils avaient commis des délits ou des crimes. Si une vache ou un cochon avait causé la mort d'une personne, l'animal pouvait être condamné à la potence oui, ou la au potence ou le bûcher. Ouais, oui, c'est ça. Super. Non, c'est absolument magnifique. Et c'est plus ce que je disais à un autre endroit, voilà, que s'il y avait des chats dans les scriptoriums, ça cause des souris. Eh oui. Oui. Effectivement, non, on apprend beaucoup de choses. Alors, on dit souvent ce genre de livres animés, c'est pour les enfants. Non, non, vraiment, c'est pour toutes les On vient personnes de le qui veulent prouver, se... là. Oui, on se Avec plonge. énergie. On se plonge dans l'histoire médiévale et c'est absolument magnifique. Vous Ça n'avez vient de pas besoin d'un sortir. prétexte pour lire ce livre. Mais non, mais on adore. Je regarde ça. Je crois que vous validez ce Le livre. qui dit donc Totalement. autant des châteaux Totalement, forts, c'est on chez adore. Nathan. Je m'en vais l'acheter. Allez, voilà. vous restez 3 secondes quand même, parce qu'on va continuer. Grand oral, Nathalie Attias, allez. On parle de droit en général, harcèlement en particulier aujourd'hui dans la quotidienne avec Nathalie Attias. Il y a un cas particulier du harcèlement qui est le harcèlement sexuel, article 222-33 du Code Merci. pénal. Et là, c'est un délit. Et Oui, là, on bien arrive sûr. sur des choses Bien sûr. lourdes. Oui, alors le harcèlement sexuel, bon, moi il se trouve que je le pratique beaucoup, parce que je suis... Vous pratiquez en tant que juriste. Enfin, vous En le... tant que juriste, évidemment, je n'ai moi-même pas été l'objet de harcèlement sexuel, ni n'en ai pratiqué, mais parce que je fais du droit du travail. Donc, si vous voulez, ce sont des matières que je maîtrise un peu. Et puis, le harcèlement moral est encore plus utilisé. D'ailleurs, dans la plupart des dossiers en droit du travail, on a Une dimension harcèlement la moral. dimension du harcèlement moral. Bon, on parle après du burn-out, etc. Bref. Et donc, le harcèlement sexuel, c'est une incrimination particulière parce qu'en plus, autour du harcèlement sexuel, la loi est venue ajouter d'autres infractions comme les agissements sexistes, les propos à connotation sexuelle. Donc, Avec une grande méconnaissance du public, c'est pour ça que c'est important de commencer Oui. dès l'école. Moi, pour avoir testé ça, d'ailleurs des formations sur le sujet, on a une tendance, entre guillemets naturelle, à sous-estimer la gravité à chaque fois. C'est-à-dire à dire de tel fait que c'est un délit alors qu'en fait c'est un crime, ou que tel autre relève d'une infraction alors que c'est un délit. Oui. On sous-estime en permanence. tout à fait. Et puis en fait, il faut aussi qu'on ait conscience que le harcèlement, au sens juridique du terme, est très difficile à caractériser, parce qu'il y a justement cette notion de répétition qui est nécessaire pour caractériser l'infraction. Et donc, justement, pour éviter que les victimes ou présumées, je dis bien victime présumée, et je le répète parce que ce n'est pas parce qu'on se déclare victime qu'on est forcément victime, qu'il faut qu'il y ait un procès qui investigue sur la matérialité des faits pour déterminer si la personne mise en cause est coupable et si la victime qui s'est plainte est vraiment victime. Parce que je peux vous dire qu'en droit du travail, dans des enquêtes qui sont menées par les entreprises pour investiguer sur des allégations de harcèlement, il arrive qu'on voit que les victimes sont en réalité parce que vous jouez en attaque et en défense, les je auteurs. crois, dans votre cabinet. Hein. Oui, vous, non, mais vous défendez aussi bien les entreprises que les salariés. Bien sûr, mais parce que je ne suis pas dogmatique et que je suis une avocate pragmatique. Vous parlez du harcèlement, on parle aussi des jeux dangereux dans le kit pédagogique que vous avez transmis aux enseignants. En quoi ça tombe sous la loi, les jeux dangereux ? En fait, si vous voulez, le harcèlement moral s'illustre par des actes, d'accord ? Donc il y a des actes qui sont ensuite des agissements répétés. Donc il y a des agissements et dans ces agissements, il peut y avoir, par exemple, des jeux dangereux, c'est-à-dire qu'on demande à un enfant de se faire le foulard. Ça fait partie des actions qui sont utilisées dans le cadre du harcèlement. Et donc, oui, on leur parle des gens. Mais quand c'est hors harcèlement, un groupe d'enfants je sais pas comment dire, se montent la tête les uns avec les autres. Tiens, on va faire le jeu du foulard. Ils le font. Il n'y a pas de notion vraiment de contrainte, mais là, il n'y a pas d'infraction. Bien sûr, la mise en danger de la vie d'autrui. C'est ça. Ça reste. Il y a toutes les infractions. Il n'y a pas que le harcèlement qui doit être mis en cause. Là, en l'occurrence, on en a parlé parce que c'est un des actes, un des agissements qu'on constate dans le cadre du harcèlement. Mais après, le simple fait de le faire une seule fois ne signifie pas qu'on n'est pas dans du harcèlement. Je veux dire, il y a aussi la dimension du groupe.
la dimension du groupe est très importante, parce qu'une personne qui se retrouve confrontée à un ensemble déterminé, ou même un ensemble déterminé qui se retrouve aussi frappé par un autre ensemble déterminé d'enfants, on peut aussi relever du harcèlement. Même un acte unique peut parfois caractériser le harcèlement. Moi, il me semble que... Alors pourquoi? Puisque j'avais cru comprendre qu'il fallait des répétitions. La répétition est indispensable, mais un seul acte, s'il est vraiment grave... C'est ça. Peut caractériser. Bien sûr, en droit, c'est retenu. J'ai une dernière question. Vous êtes, je l'ai dit, spécialiste de droit du travail. Oui. Si on dézoome, si on ressort, vous avez pris d'ailleurs un ou deux exemples. Le harcèlement, plus aujourd'hui, moins, autant qu'avant, mais on le dénonce plus parce qu'il y a une meilleure information. Oui. Mais ça, on ne sait pas vraiment en réalité. Si vous voulez, on en parle de plus en plus parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a le phénomène d'amplification des réseaux qui aussi a alimenté cette facilité qu'on peut avoir de harceler virtuellement sans avoir conscience de la gravité de ce qu'on fait. L'effet cockpit. Je suis derrière mon écran. Exactement. Donc, en fait, comme on n'a pas conscience de la gravité de ce qu'on fait, on le fait plus facilement. Donc, je pense qu'il y a aussi ce phénomène qui permet... Donc, double phénomène, à la fois meilleure information, plus de dénonciation, enfin, au bon sens du terme, de ces faits. La virtualité. Nathalie Attias, vous restez avec nous. Il y a un programme, vous avez fait super attention à ne pas en parler, qui est le programme phare, mais qui est le programme de l'éducation nationale, avec lequel le Conseil national des barreaux est partenaire pour cette journée nationale du droit dans les écoles. Tout à fait. Et on va en parler avec Amélie Paris dans les années collège. Brandon, merci beaucoup. Merci, on laisse retourner dans les châteaux forts. Amélie. Les années collège, notre rendez-vous avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Professeure documentaliste au collège Maurice Utrio, c'est à Paris dans le 18e. Et depuis septembre, à Utrio comme ailleurs, un programme qui s'appelle le programme phare, qui est un programme contre le harcèlement, s'est généralisé dans votre collège, mais également dans les lycées. On va raconter un petit peu comment ça fonctionne au sein d'un établissement scolaire. Alors, il s'agit d'un plan de prévention donc, contre le harcèlement scolaire, expérimenté depuis 2019, puis généralisé, comme vous le disiez, Emmanuel, dans les écoles et les collèges en 2022. Et dont à Utrio, et depuis la rentrée 2023 dans les lycées. Alors au printemps dernier, 86% des collèges et 60% des écoles étaient engagés dans ce programme. Et alors en fait, il s'agit consiste en quoi? Oui, c'est ça. Oui, il s'agit de former une communauté protectrice en impliquant le personnel de l'établissement, les parents, les associations et les instances comme le Conseil de la vie collégienne ou le Comité d'éducation à la santé, la citoyenneté et l'environnement. Plein de choses dans ce programme, on va en distinguer deux particulièrement. Oui, il y a deux choses à différencier. Donc, d'une part, la mise en place d'une équipe de 5 adultes qui vont être l'équipe ressources, qui vont être formés et outillés et qui vont gérer des cas de harcèlement modérés, voire même très faibles. On est vraiment parfois avant le harcèlement ou au début du harcèlement et ils vont utiliser la méthode de préoccupation partagée. La méthode de préoccupation partagée, c'est quoi? Oui, alors c'est des entretiens. Donc, dans un premier temps, ils vont recevoir l'élève harcelé qu'on appelle la cible. Ils vont l'écouter, le rassurer et les autres membres de cette équipe vont recevoir le ou les élèves harceleurs qu'on appelle les intimidateurs et puis d'éventuels témoins. Et puis en fait, le but, l'idée, c'est de briser l'effet de groupe dont vous parliez tout à l'heure. Et de rencontrer donc les élèves seuls, de ne pas du tout les sanctionner. C'est pour ça que ça marche quand on est vraiment juste... Ni même de les accuser en fait. Non. On parle. On instaure une confiance et on leur demande de nous aider en fait à ce que l'élève harcelé aille mieux. Ah non, à ce que le harcelé aille mieux. Mais l'intimidateur, vraiment, combien de temps on le voit? Alors c'est des entretiens très courts, c'est très intense, ça va durer à peu près 15 jours, tous les jours 10 à 15 minutes. Ah oui, quand même. Et donc c'est ce que je vous disais, c'est pour vraiment mettre ce climat de confiance. On va responsabiliser en fait l'élève intimidateur puisqu'on va le sanctionner. Quant à l'élève cible, lui, on le rencontre autant de fois qu'il le veut, qu'il le souhaite, dont il en a besoin. Tous les adultes de l'établissement peuvent participer à ça? Eh bien, alors non, parce que comme je vous le disais, on n'est pas dans la sanction. Donc le conseiller principal d'éducation, l'équipe de la direction, qui font quand même figure d'autorité, on évite et on prend plutôt des adultes plus neutres. Autre aspect de ce programme phare, il y a aussi la formation des ambassadeurs harcèlement. Ce sont des élèves de l'établissement qui sont les premiers spectateurs, au fond les premiers témoins de ces cas de harcèlement. Oui. Donc ce sont des élèves qui sont recrutés, eux, sur la base du volontariat, dont le rôle n'est surtout pas de jouer les justiciers. Vous en parliez aussi tout à l'heure. Ils sont là pour identifier une situation de harcèlement, puisque comme vous le disiez, ce sont les premiers spectateurs. Ils sont là pour être à l'écoute de ces élèves, pour relayer la parole aux adultes et pour sensibiliser aussi les autres élèves au harcèlement, au cyberharcèlement, aux autres élèves du collège. Et puis pour relayer
relayer ça auprès des adultes référents. C'est là que vous intervenez d'ailleurs. Oui, on est 3, donc avec une assistante d'éducation et avec une collègue professeure d'histoire géo. Et on est là aussi pour les former, ces ambassadeurs. On va faire plusieurs formations dans l'année sur le harcèlement et puis aussi on va développer les compétences psychosociales, notamment l'empathie et l'écoute, parce que ce sont des compétences qui sont très importantes pour comprendre et pour bien jouer son rôle d'ambassadeur. Mais les élèves, ils n'ont pas la trouille d'être considérés comme des poucaves, des balances, des rapporteurs. On disait des rapporteurs. Hein, non, ils pourraient avoir J'ai appris le mot. Non, parce qu'ils balancent pas. Ils sont là vraiment pour aider la victime. Et puis les ambassadeurs, c'est pas un ambassadeur, c'est vraiment toute une équipe. C'est ça qui est important. On les connaît dans l'établissement. On peut mettre des photos d'eux, on peut leur faire porter un badge, ils peuvent porter un bandana autour du poignet. Donc on sait vraiment de qui il s'agit. Et puis on essaie de recruter des élèves qui sont pas toujours engagés. On prend pas forcément les délégués de classe, les éco-délégués ou les élèves qui siègent au CVC, mais on essaie de prendre des élèves avec une sensibilité. On termine avec les points forts de l'année. Il y a la Journée nationale de lutte contre le harcèlement. Oui, qui a lieu le 9 novembre, pour laquelle on va être tous en bleu au Collège Utrio, pour laquelle au CDI il y aura évidemment une sélection de ressources. Peut-être Nathalie qui viendra. C'est une invitation en direct. Génial. Les élèves. Il y a le concours non-harcèlement. Le concours non-harcèlement. Et puis le Safer Internet Day qui a lieu en février. Pour un Internet sans crainte. Amélie, merci beaucoup pour cette explication sur le programme phare. Il y a d'autres dispositifs. Je rappelle quand même des numéros gratuits de prise en charge, le 3020, c'est très important. Et également un partenariat avec e-Enfants 0800 200 00, qui sont des numéros dédiés aux cyberviolences. Merci beaucoup à toutes les deux. Nathalie Attias, merci mille fois de nous avoir rendu visite. Amélie, merci. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Au maquillage, Julie Troller, Marine Plantec pour la préparation, assistée en régie par Emma Frari, Thibaut Goury-Lafont pour le son. La réalisation était de Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.